de recevoir Philippe Pascot, auteur de quelques livres sulfureux et à succès. Je pense qu'il vous passionnera. Le thème, c'est Pilleurs d'État, aux éditions Max Milo. Vous avez eu une brève carrière politique, mais peu importe. 25 ans. 25 ans. C'est vrai que 25 ans en politique, c'est peu. On n'a pas le temps de faire fortune. Comme ils font tous 50 ou 60 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais être très bref. Et relier cet exposé, cette conférence, à deux autres précédentes. Les fondements de la démocratie moderne, de Maxence Écart, et le débat qu'il y a eu entre deux aristotéliciens sur la démocratie. La démocratie, selon les rêveries de Montesquieu, devait reposer sur la vertu. On sait ce qu'il en est. La démocratie, historiquement, est apparue en Grèce. Et que voit-on? Dès les origines, il suffit de relire Thucydide, la concussion, l'achat des votes, le détournement des lois et la guerre. L'humain, quoi. Mais on peut dire que c'est le schéma type de la démocratie qui sombre, qu'on le veuille ou non, dans l'oligarchie. Et c'est le mépris du peuple, du vrai peuple. Il faut bien voir que nos oligarchies ont confisqué le pouvoir, l'ont verrouillé, et ils n'ont qu'une peur, c'est que des réactions populaires puissent se manifester. D'où le refus, entre autres, du référendum d'initiative populaire, où dans certains États, les citoyens peuvent révoquer un juge, un gouverneur, un député. Pensez à l'exemple de la Suisse, de certains États américains et même de la Russie, qu'on nous présente comme un pays horrible. Je pense que j'en ai dit assez. À vous, cher ami. Merci. Bien. Déjà, je suis très content d'être parmi vous. Je vais me présenter d'abord pour commencer. Donc, je m'appelle Philippe Pascot. J'ai écrit 4 livres depuis 2014. Délit d'élu, Du goudron et des plumes, Pilleurs d'État. Et allez presque tous vous faire 5 points de suspension. Vous mettez ce que vous voulez sur les 5 points de suspension. Et ces livres ont pour principal sujet la corruption, la démocratie et la non-éthique en politique. J'ai remarqué, j'ai fait 25 ans de politique. Pour information, j'ai été le maire adjoint de Manuel Valls. Ne dites pas où tout de suite. Je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. Une fois, il m'a collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. Pour dire que je n'ai pas le doigt sur la couture. Et j'ai été aussi président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Je gérais la VAE, l'école de la deuxième chance, l'alternance, 800 millions d'euros par an. J'ai donc été conseiller régional. Donc je sais de quoi je parle en politique et j'ai fréquenté tous les hommes politiques de premier plan, de deuxième plan et les 5e couteaux. Par contre, une chose, c'est que moi, j'ai jamais mis les doigts dans la confiture. En 25 ans de politique, j'ai une seule fois, je me suis fait rembourser une note de restaurant. J'ai toujours refusé la voiture et le chauffeur. Et j'ai refusé 2 fois des comptes en banque en Suisse. Avec des chiffres à 6 zéros. Il y a des certains soirs où je m'en veux d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Parce que le prix à payer est tellement cher que très honnêtement, ça vaut pas le coup de mettre les doigts dedans. Parce que quand vous commencez à mettre les doigts, vous mettez après le bras, et après vous mettez toute l'épaule, et vous vous en sortez pas. Tout ça pour vous dire que pour moi, la notion de la politique et de l'éthique, c'est d'abord servir et non se servir. Et de plus en plus, malheureusement, en France et dans d'autres pays. Le principal motif des hommes politiques, c'est d'abord de se servir. Le principal motif des hommes politiques, qui sont censés nous représenter, c'est le profit.
Or, par définition, juste en étant simple, moi je suis pas un type intelligent, je suis un type très simple. Le profit, par définition, c'est réservé à quelques-uns. Moi, je préfère qu'on parle de partage. Parce que le partage, c'est réservé à tout le monde. Mais ça, c'est un mot qu'ils ne connaissent plus. Et malheureusement, et c'est ce que j'ai fait dans mes 4 livres, moi, j'ai rien inventé, j'ai écrit que du factuel. Je n'ai écrit que des choses vraies. J'ai découvert, au fur et à mesure que je creusais, et que je crevais aussi d'ailleurs, que les élus en France, toute obédience politique confondue. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer la droite, je ne suis pas là pour dénoncer la gauche, je ne suis pas là pour dénoncer les extrêmes, je suis là pour dénoncer le système. Et malheureusement, tous les hommes politiques, de toute obédience politique confondue, se servent du système pour s'enrichir. Et en plus, c'est là où ça devient complètement fou, c'est que nous autres, le peuple, on se laisse faire. On est comme des boutons. Je vais vous donner un exemple que j'ai mis dans mon dernier livre. Aujourd'hui, il faut que les gens ne le savent pas. La démocratie n'existe plus en France. On a une pseudo-démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, en démocratie, c'est être élu avec 0,5%, 0,5 électeurs sur 10 ? 0,5 électeurs sur 10. Ben, je l'ai mis, je l'ai prouvé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont élus avec 0,5 électeurs sur 10. Ces gens sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Et encore une fois, moi, ce que je dis, c'est juste des chiffres. C'est juste vrai. Je veux dire, j'ai des sénateurs, vous savez ce que c'est qu'un sénateur, qui sont élus, aujourd'hui, avec 11 voix. 11 voix. Ces gens-là ne font plus de campagne électorale. Ces gens-là font un dîner comme ce soir. Et ils sont élus. 11 voix. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est d'être élu par 11 voix? Non, merci madame. Eh bien pourtant, aujourd'hui, c'est ça la démocratie en France. Et en plus, et Thierry le disait très bien, ces gens-là maintenant sont une caste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, plus aucun homme politique, même si ça a soi-disant un petit peu changé avec la dernière élection, plus aucun homme politique ne sait vraiment ce que c'est que le travail. Moi qui ai connu Valls, qui ai connu Hollande, qui ai connu Huchon, qui ai connu tous ces gens-là, qui ai connu Fillon, ces gens-là n'ont jamais travaillé. Jamais. Ils ont commencé comme assistants parlementaires. Et puis après, maire adjoint d'une petite ville. Et puis après, on prend la place du maire. Mais ces gens-là ne savent pas ce que c'est que le vrai travail. Ce que fait Olga, de prendre le métro, de se déplacer. Ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire se lever le matin, s'occuper des enfants, les emporter à l'école, puis après prendre le métro, puis après prendre le train, faire 3 heures de transport pour gagner 1 500 € par mois, se faire engueuler par son chef de service, ne pas savoir comment finir ses fins de mois, regarder son frigidaire et le 10 du mois se dire il n'y a plus rien dedans, comment je vais faire pour aller jusqu'au bout? Je peux vous assurer que la plupart de ces gens-là ne savent pas ça. Et ils nous mentent en plus. Parce que rappelez-vous, c'est pas d'aujourd'hui. Monsieur Fabius, qui descendait en chaussons acheter ses croissants. Monsieur Giscard d'Estaing, qui faisait son petit coup d'accordéon dans le métro. Monsieur Léotard, qui sautait en parachute pour faire voir qu'il était viril. Et dernièrement, Monsieur Macron, qui fait du vélo au Touquet. Madame Taubira aussi. Bizarrement, vraiment, c'est bizarre. Hein. À chaque fois, il y a des caméras, dis donc. À chaque fois, il y a des journalistes, dis donc. Et dès que les journalistes sont partis, ils envoient quelqu'un chercher leur croissant. Ces gens-là nous mentent. Ces gens-là nous font croire qu'ils sont comme nous. Ces gens-là nous font croire qu'ils pensent comme nous. Mais en fin de compte, ces gens-là, maintenant, sont devenus des castes. Sont devenus une oligarchie qui vivent, qui respirent et qui se reproduisent entre eux. Et ça, très honnêtement, c'est plus tolérable. Moi, aujourd'hui, je connais des gens, malheureusement, qui gagnent, entre guillemets, leur vie et qui dorment dans leur voiture avec leurs enfants. En France, madame, pas aux États-Unis. Mais en France, aujourd'hui. Et je dis toujours que c'est pas parce que ça existe aux États-Unis que je veux que ça arrive en France. Oui, ça existe dans notre économie. Personne n'en parle, personne ne veut en parler, mais ça existe.
Les scandales sanitaires, ça existe en France. J'en ai encore sorti un aujourd'hui, je vous le donne en scoop ce soir ici. On a découvert, et la presse n'en parle pas, qu'il y a une entreprise qui a vendu des médicaments anticancéreux périmés pendant quasiment 10 ans à 100 000 Français. Médicaments anticancéreux périmés. C'est-à-dire des médicaments dont ils savaient pertinemment qu'il n'y avait plus aucun effet sur l'organisme. Je vous jure que c'est vrai, encore une fois, je n'invente rien, moi. Et par contre, ces gens-là, qui ont donc pour moi fait mourir des gens, puisque quand on vous vend un médicament qui ne sert à rien en vous disant qu'il va vous guérir, pour moi c'est un meurtre différé. Et bien je vous donne à 100 contre 1 que ces gens-là ne vont pas être condamnés. Moi ça me rend fou. Quand je vois le procès sur l'amiante, qui est passé il n'y a pas longtemps, où tous les... Et l'amiante, vous connaissez, vous en avez entendu parler. D'accord, 1900, on l'a découvert, 1970, ça a commencé à être interdit, 1977, en France, on dit que c'est interdit, et on continue encore à en avoir aujourd'hui. Vous avez qu'à voir les professeurs qui sont à Jussieu, qui sont en train de mourir par décollement de la plèvre. Eh bien, il y a une loi, un jugement qui est passé en disant les directeurs de l'entreprise d'Eternit, etc., ne peuvent pas être condamnés. Je vous résume, hein. Par contre, toi, nous, simples citoyens aujourd'hui, nous allons travailler le week-end au black, entre guillemets, pour nourrir notre famille, à refaire un appartement, à piocher, etc. Ils viennent d'embaucher plus de 200 contrôleurs pour vérifier le travail au noir des salariés. Du RSA. Il y a une loi qui vient de passer là où moi, ça me rend fou. Et encore une fois, qu'on soit bien d'accord, je ne lutte pas contre l'un ou l'autre, je dénonce un système. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, on vienne d'annoncer qu'on avait embauché 200 personnes de plus pour vérifier les gens qui sont au RSA, qui vont aller jusqu'à 10 000 contrôleurs, 10 000 contrôleurs d'ici à 5 ans pour vérifier les gens qui trichent un petit peu sur leur retraite. Je ne parle pas pour toi, Nicolas. Hein. Etc. Et que la fraude fiscale, qui est 1000 à 10 000 fois plus importante, bizarrement, on n'embauche personne. Et qu'on va nous expliquer gentiment que derrière, on ne peut plus financer la sécurité sociale, parce que justement, il y a trop de gens au RSA qui fraudent, alors que ces gens-là qui détournent des milliards, et bien là, on ne les poursuit pas. Et je ne suis pas anarchiste, hein, les enfants, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Parce que souvent, mon discours, on dit, ouais, ce mec-là, ça... Non, 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 non. Ce que je vous dis là, c'est uniquement des constats. J'ai vérifié. Dans mes 4 livres, j'ai mis 1400 noms d'élus. Ouais, ils m'ont pas tué. Hein. Mais d'ailleurs, si vous voyez un petit point rouge, là, vous vous écartez. 1400 noms d'élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. J'ai eu un seul procès. Je l'ai payé cher. J'ai fait une erreur, 2 h du matin, je suis tout seul. J'ai attribué une condamnation à un mec qui avait fait des choses pas bien du côté de Nice. Et voilà, je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. Il m'a pas loupé. Hein. Grosso merdo, on a été condamné à 50 000 € d'amende. On a plus morflé que M. Jean-Marie Le Pen sur le point de détail des fours crématoires. Il a moins été condamné. Mais pas de bol. C'était du côté de Nice. Le mec était commandant de gendarmerie, franc-maçon, il connaissait le juge. Aujourd'hui, c'est vrai, je l'affirme, il est plus important de connaître le juge que de connaître la loi. C'est ce qui s'est passé. J'assume. Ça fait partie du jeu. Mais sur 1400 noms, j'ai eu qu'un seul procès. Vous pensez bien que si ce que je disais dans mes livres était faux, aujourd'hui, je serais déjà en prison. Sauf que moi, j'ai blindé mes affaires. Tout est sourcé. Je n'ai rien inventé. Quand je dis aujourd'hui qu'il n'y a plus de démocratie en France et que la démocratie est gérée par des oligarches, entre guillemets, qui quelque part se gardent le pouvoir entre eux, et font tout pour que le peuple soit de plus en plus asservi. Nous devenons des moutons. Et c'est bien ça. Moi, maintenant, j'en suis à un stade, dans ma réflexion et dans mes recherches, et vous allez le voir dans mon prochain livre, où il y a 2 types de sociétés au monde. Il y a les sociétés de dictature pure, et je les ai connues. J'ai été à Moscou à une époque, j'étais en RDC pendant 5 ans, ou par exemple en RDC, si vous avez le malheur d'être un opposant, au bout de 3 ou 4 jours, vous vous retrouvez en petits morceaux découpés et vendus sur le bord de la route dans les restaurants de rue.
C'est très radical là-bas. C'est très radical. En Russie, vous retrouvez vite, à une époque, vous retrouvez vite au goulag. Je dis que là, il y a ce que j'appelle une dictature franche et dure. C'est net, c'est sans bavure. Moi, j'ai connu ça, hein, j'ai rien à dire. J'étais en Russie avant la chute de Berlin, avant la chute du mur. Une fois, j'ai eu le malheur, en sortant de mon hôtel à Moscou, l'hôtel Russia, de donner $1 à un mec dans la rue, un mendiant. Je fais 50 mètres, je me retourne. Le mec, il était embarqué dans une bagnole par des types en blouson. Je n'ai plus jamais redonné $1 dans le bar. Et j'ai connu la RDC, ou la prison Makala, où les opposants et ceux qui parlent un petit peu trop se retrouvent là-dedans. C'est une prison où vous êtes à peu près à 90, je pèse mes mots, hein, dans 3 mètres carrés, où on ne donne pas à manger aux prisonniers. C'est des prisonniers qui doivent se démerder entre eux. Je ne vous explique pas tout ce qui peut se passer dans ce genre de prison. Donc ça, c'est des dictatures pour moi qui sont très franches. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans des dictatures qui sont des dictatures insidieuses, qu'on appelle démocratie. Et je m'aperçois de plus en plus que la démocratie est une véritable dictature de la naissance à la mort. Et que de plus en plus, ces gens se foutent de notre gueule. Et encore une fois, je n'invente rien. Ces gens ne répondent même plus aux convocations. Et je vais prendre, pour exemple, d'il n'y a pas très très longtemps, une entreprise qui s'appelle Bigard, qui est donc une entreprise chevaline, à qui on a demandé de rendre des comptes devant les députés, etc. Ils ont refusé. Je vais vous prendre comme exemple, aujourd'hui, sur l'information dans la démocratie, qui soi-disant est une information ouverte, mais qui ne fonctionne plus. Lactalis, pour ceux qui sont au courant. Ça fait quand même 4 ou 5 mois que les mecs y savaient. On n'a rien su. Je vous donne aussi un autre petit exemple qui, moi, m'a sauté aux yeux, mais qui n'a pas frappé les gens. Vous êtes au courant qu'il y a quand même eu un accident nucléaire en Russie il n'y a pas très longtemps? Merci. Merci. On l'a su 3 mois après. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'ai regardé, j'ai connu. Il y a 24 centres en France. 24 centres en France qui ont su l'information en temps et en heure. Donc maintenant, on a suffisamment d'appareillage, on a suffisamment de technicité pour que quand il y a un pet de libellule, je pèse mes mots, un pet de libellule à 600 km, on le sait dans la seconde qui suit. C'est ce qui s'est passé avec cet accident nucléaire. Il y a 24 centres français qui l'ont su dans l'heure qui suivait. Nous, le peuple, on l'a su 3 mois après. Il fut un temps où il y a un type qui venait à la télé et qui vous expliquait que le nuage, il s'était arrêté à la frontière. Pour ceux qui ont un peu de bouteille. Vous vous rappelez? Il avait fait un grand détour, le nuage. Hein. Il s'était arrêté à la frontière, il était passé par l'Italie, mais il n'était pas passé en France. Ouais. Et on l'avait gobé. Hein. Et bien aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, l'information est complètement maquée, complètement déformée. Et ça, ils appellent ça la démocratie. Moi, j'appelle pas ça de la démocratie. J'appelle ça une dictature insidieuse. Quand vous voyez qu'il y a une loi qui vient de sortir, et qui va sortir, qui soi-disant est là pour lutter contre les fake news. Génial. Personne ne s'est rendu compte que pour lutter contre les fake news, il va donc falloir surveiller l'ensemble de ceux qui passent des informations. Et que la fake news, quand vous réfléchissez bien, n'est qu'une excuse. Comment ils veulent vérifier les fake news s'ils ne vérifient pas l'ensemble de ce qui se dit? Donc, de nous dire en plus de façon démocratique, mais vous inquiétez pas mon petit bonhomme, vous allez être protégé. Surveillé, mais protégé. Quand on vous annonce aussi que tout va aller mieux. Ouais. Démocratiquement, en France, tout va aller mieux. Tout le monde va avoir 3 petits travails, mal payés, pas syndiqués. Et pas protégés. Mais tout va aller mieux. Pour quelques-uns. Moi, j'ai pas envie d'une société, excusez-moi, ou comme en Angleterre, à 105 ans. 105 ans. Il y a des gens qui sont obligés de travailler comme pompistes. 105 ans. Parce que c'est pas, encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas de l'évanescence d'un mec qui... Non, non. C'est des faits réels. Aujourd'hui, il y a des gens en Angleterre, à 105 ans, ils sont obligés encore d'aller bosser. En Allemagne, c'est génial.
Tout va bien en Allemagne. C'est ce qu'on nous annonce dans les médias. Le pays va bien. Ouais. Ouais. Ils viennent de se battre pour uniquement avoir le taux horaire, un taux horaire qui est un petit peu au-dessus de 7 euros. Ils sont en train de penser à faire comme en Angleterre, ce qu'on appelle les contrats à taux zéro. Vous connaissez les contrats à taux zéro? Ah, c'est génial. C'est un truc vachement démocratique. Donc il n'y a pas de contrat, rien du tout. Vous êtes assis sur une chaise. Et puis le patron, s'il a besoin de vous, il vous appelle pour une demi-heure. Donc tu te lèves de ta chaise, tu vas bosser une demi-heure. Et puis après le patron te dit, bah non, je n'ai plus besoin de toi. Tu rentres et tu te rassois et t'attends. Ça s'appelle les contrats 0 heure. C'est génial. Vous aimez ça? Ça va être bien pour les petits-enfants. Parce que tous ces gens-là ne gagnent en moyenne que 400 ou 500 euros par mois. Et moi, encore une fois, je ne suis pas pour que les gens gagnent du travail et rien faire. Mais je ne suis pas non plus pour une exploitation massive des peuples. Parce que l'argent, il y en a. En même temps, et c'est là où ça me rend fou, il faut que vous le sachiez. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a 8 personnes, rapport 2016 américain, mais indépendant, d'une organisation indépendante, il y a 8 personnes qui ont autant d'argent que 3,5 milliards d'individus. 8. Il y a 10 ans, il y en avait 380. Et moi, je me pose la question à un moment donné. Quand tu as tes 15 maisons, tes 22 bateaux, tes 47 bagnoles, tes 50 maîtresses, tes 30 amants pour les femmes, parce que les femmes, ils en ont toujours un petit peu moins. À quoi ça sert? Ce que tu as en plus, à quoi ça te sert? Moi, j'ai bossé pendant 2 ans avec un des fils du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Il y a très très longtemps. Je commençais à être vieux. Je lui fournissais des babysitters pour s'occuper de ses enfants. Mon épouse actuelle a été babysitter chez lui. J'ai été dans sa maison à Neuilly-sur-Seine. Une super baraque. Hein. Piscine olympique en 3e sous-sol. Je vous explique pas, 50 mètres pour lui tout seul. C'est bien. Vous avez les tuyaux qui est en bas les 2 tuyaux qui y a en bas de nos appartements. Le tuyau d'eau chaude et en dessous le tuyau d'eau froide. Tout le monde voit ça? Hein, ça court le long de nos plaintes. Il y a des petits colliers avec les 2 vis pour serrer, etc. etc. Et bien chez ce monsieur-là, tout en or massif. Pas du plaqué or, hein. J'ai gratté avec un couteau. Hein. De l'or massif. D'ailleurs, je lui ai proposé de devenir son plombier gratos, il n'a pas compris mon humour. Mais je pose la question, c'est que de l'eau? Ce n'est que de l'eau. À quoi ça sert à un moment donné? Parce qu'il n'y a qu'une terre. Il n'y a qu'un seul gâteau. Et que plus on laisse faire quelques-uns de prendre l'ensemble du gâteau, plus les autres crèvent de faim. Et il ne faut pas s'étonner après, excusez-moi, que ceux qui crèvent de faim, que ce soit en Russie, que ce soit... parce que moi le premier, j'ai 6 enfants, hein. J'aurais rien à bouffer pour mes gosses, j'aurais un dictateur qui me fait chier au-dessus de ma tête, j'aurais pas d'électricité, qu'est-ce que je fais? Ben, je cherche à me casser. Hein. Je cherche à me casser. Et quand vous rajoutez en plus là-dessus des religions plus ou moins dirigistes, qui en plus vous poussent bien derrière en vous disant vas-y mon frère, fais-toi sauter, tu iras au paradis, les mecs quand ils n'ont pas d'espoir, qu'ils n'ont pas l'éducation, eh ben ils le font. Parce qu'ils ont l'impression d'aller vers un monde meilleur. Ils ont l'impression qu'en faisant ça, ils vont nourrir leur famille. Qu'ils vont avoir droit à 72 vierges. Putain, les mecs en plus c'est des surhommes. Hein. Madame est connaisseuse. 72 vierges, faut les faire quand même. Hein. J'arrive même pas à comprendre que ces gens-là puissent y croire. Mais malheureusement, l'obscurantisme, il ne naît et il ne perdure, il ne se développe que sur l'aveuglement des gens, voulu ou non voulu. C'est-à-dire que malheureusement, dans les 2 dictatures dont je vous parlais, aussi bien les dictatures radicales que nos dictatures de démocratie, les gens et l'oligarchie, de plus en plus, nous manipulent. Et je ne suis pas dans la théorie du complot. Je ne suis pas dans l'histoire du chemtrail,
avec les gens qui vous balancent. Non, non, c'est juste des faits, encore une fois. Moi, j'ai juste des faits. Dans mes livres, je n'ai juste mis que du factuel. Des choses prouvées. Même pas des choses scientifiques. Parce qu'une chose scientifique, vous avez le pour, vous avez le contre, vous pouvez douter. Moi, j'ai juste mis des faits. Quand un élu détourne de l'argent, il détourne de l'argent. Quand il n'est pas condamné, il n'est pas condamné. Je pose la question, pourquoi il n'est pas condamné? Puisque moi, si je détourne 150 €, au bout de 3 mois, on me fait vendre ma maison. Au bout de 3 mois, je me retrouve en prison. Je veux comprendre pourquoi des élus qui nous disent qu'ils sont hyper moralisateurs n'ont toujours pas supprimé le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est un truc génial. Vous ne connaissez pas? Allez, je vous explique. Vous détournez de l'argent. D'accord? Beaucoup. Parce que si vous n'en détournez pas beaucoup, vous allez directement en prison. Donc vous détournez beaucoup d'argent. Et bien, c'est le ministre qui signe pour savoir si on fait des poursuites pénales contre vous ou non. Je vous jure, c'est vrai. Autant vous dire que sur les dossiers que j'ai vus, les mecs qui détournent beaucoup d'argent, comme par hasard, ils sont pas poursuivis, dis donc. C'est bizarre. Pourquoi ils me font des lois aujourd'hui et j'en ai les preuves? Ou quand tu as détourné beaucoup d'argent et que tu as fait des choses pas bien, tu payes une amende et on n'en parle plus. Là, il y a une banque, USHBC, j'arrive jamais à trouver son nom, qui a détourné 1,6 milliard d'euros. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, moi, à un moment donné, j'arrive plus à comprendre. 1,6 milliard d'euros. C'est ce qu'on a prouvé. C'est ce qu'on a trouvé. Et dites-vous bien que c'est des icebergs. D'accord? Donc il y a en dessous. Et bien vous savez ce qui s'est passé? On les a condamnés à 300 millions d'amendes. Et on arrête les poursuites fiscales. Et on arrête les poursuites pénales. C'est génial. En Inde, il y a une nana qui a une de mes copines qui s'appelle Yasmine qui a dénoncé un scandale sur du lait pour bébé, hein, on revient à Lactalis, que Nestlé avait vendu en Inde, qui était contaminé et qui a fait mourir des milliers d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ont balancé du lait frelaté en le sachant pertinemment, je dis bien en le sachant bien, et ça fait mourir des milliers d'enfants. Eh bien, ils vont négocier une amende, ils vont payer une amende, et il n'y aura plus de poursuite, ni pénale, ni fiscale. Et le pire, c'est que c'est une loi. C'est pas une magouille. Parce que quand c'est une magouille encore, vous pouvez vous dire, bah attends, je vais le dénoncer. Non, 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 non. Maintenant, ça devient des lois. Et c'est ça qui me rend fou. Et c'est pas seulement en France que je suis en train de regarder dans le monde entier. Dans toutes les sociétés dites démocratiques, à un certain niveau. Les élus, comme ils ont truandé et que ça commence à se savoir grâce aux réseaux sociaux, parce que ça, c'est à la fois un désavantage et un avantage. Ce qui se passait avant, c'est qu'ils faisaient les choses, mais qu'on ne le savait pas. Aujourd'hui, dans le quart d'heure, moi, je peux avertir 400 000 personnes quand il se passe quelque chose. Et ça, c'est un gros problème par rapport à eux. Donc, dans tous les pays où se développent les réseaux sociaux et ce que j'appelle l'information horizontale, ils sont en train de renforcer les lois pour se protéger. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est que les gens, ils voient rien. Et il y a plein de lois qui sont en train de voter. Et plus vous avez d'argent, plus c'est facile de voter les lois. Et plus bizarrement, nos hommes politiques de droite ou de gauche, du centre ou des extrêmes, cooptent. Nos hommes politiques proposent ces lois-là et les votent, en nous faisant croire que c'est la démocratie. Exemple, novembre 2015, la loi sur le reporting. Il y a un élu, ils ne sont pas tous malhonnêtes, hein, qui avait déposé un amendement disant « Bon, ben maintenant ça suffit, les entreprises étrangères, les trusts étrangers qui viennent travailler en France, qui font du bénéfice en France, on veut savoir combien ils ont de bénéfices, combien de personnes ils emploient, pour savoir combien on va leur faire payer d'impôts. » Est-ce que vous me suivez? Apple paye 12 000 € d'impôts par an. Hein. Si, madame. Si, madame. Eh bien, cette loi-là, elle passe à l'Assemblée en première lecture. Elle est votée. Il y a bon. Elle part au Sénat. Elle est votée. Il y a bon. On allait enfin savoir ce que les entreprises, les trusts étrangers, gagnaient comme bénéfice sur le sol français. Et je peux vous assurer que ça se chiffre par milliards. Elle revient à l'Assemblée pour la deuxième lecture. Elle est votée. Il y a bon 2 h du matin, coup de sifflet du gouvernement. On arrête.
Panique à bord. Ils appellent des députés. Ils font des pressions sur certains députés qui avaient déposé la loi, y compris le rapporteur. C'est ce que c'est que le rapporteur? C'est celui qui rapporte la loi, etc. Donc qui est totalement pour. Donc le rapporteur, après, il a voté contre alors qu'il avait voté pour. Ils font revoter en force et l'amendement est rejeté. Tout parti politique confondu. Aujourd'hui, les entreprises continuent à ne pas déclarer combien elles gagnent en France. Alors qu'en plus, et c'est là où je deviens fou, si ces gens-là payaient leur éco, on ne serait pas emmerdé avec les problèmes de sécu. On ne serait pas emmerdé avec les problèmes d'hôpital. Ils viennent encore d'augmenter le prix de la journée. Ils viennent encore de l'augmenter. On pourrait payer tout ça. Et on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le profit pour quelques-uns et le partage, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que c'est que cette loi qui a été votée il n'y a pas longtemps et qu'on a acceptée? Aujourd'hui, les banques françaises, elles font du bénéfice. C'est pour eux. Elles font du déficit. C'est pour nous. C'est une loi, madame. C'est une loi qui a été votée par nos politiques. Mais c'est quoi cette aberration? Que tu fasses du bénéfice, moi je suis pas contre. Et je suis pas là pour vous dire qu'il faut qu'on fasse un truc laminé par le bas, où tout le monde gagne pareil. Non, non. Tu travailles beaucoup, c'est normal que tu gagnes. Mais dans une entreprise, excusez-moi, tu fais du bénéfice, d'accord, tu fais des pertes, c'est pour ta gueule. Eh ben non. Maintenant, la loi, c'est l'inverse. Le bénéfice pour les banques, le déficit pour les clients. Et ils viennent de passer une loi en douce, là, hein, que personne n'a vu. Mais moi, je suis un emmerdeur public, donc je fouille. Où ils peuvent carrément bloquer nos comptes en banque. C'est-à-dire que le jour où il y a un pépin, le jour où les banques, comme c'est déjà arrivé sur la LCL, comme c'est déjà arrivé dans plein de banques, par mauvaise gestion de ces mecs-là, se cassent la gueule, et ben ils bloquent nos comptes en banque. Et c'est légal. Est-ce que, franchement, mesdames, messieurs, vous trouvez ça normal? Il y a quelqu'un qui trouve ça normal dans la salle? Je lui tire dessus tout de suite. Non, parce que quand je rencontre quelqu'un qui trouve ça normal, je ne comprends pas. Sauf le banquier. Oui, mais il y a peut-être des banquiers. S'il y a un banquier dans la salle, dites-le. Ou taisez-vous à jamais. Ce ne sont pas des directives européennes. C'est pas que des directives européennes, monsieur. Parce que souvent, on accuse l'Europe, et je suis le premier souvent à accuser l'Europe. Mais l'Europe, c'est aussi des députés français. Je vais vous donner un autre exemple par rapport à ça, qui me rend fou. L'huile et le gaz de schiste, dont j'étais un des fervents opposants, qu'ils ont voulu nous imposer en France et que c'est pas fini. Eh ben, vous savez ce que c'est? Et ça me rend fou à chaque fois, je le sors dans mes conférences. Vous savez ce que c'est qu'une étude d'impact? Alors, une étude d'impact en France, c'est un truc vachement simple. Si jamais je veux construire une usine chimique, par exemple, je dois faire des analyses de l'eau, du sol et de l'air avant l'installation de l'usine. Vous me suivez jusque-là? Donc j'ai des chiffres qui me disent, bah là il y a tant d'arsenic, là il y a tant de machin, installé. Et 2 ans après, je refais la même analyse, et si je m'aperçois qu'il y a un taux d'arsenic plus important, ça vient donc de l'usine. Vous me suivez? Alors c'est une loi qui est chiante pour les entreprises, hein. Mais moi je trouve que pour le peuple, c'est quand même relativement sain. On aurait eu ce genre d'études d'impact sur tous les endroits où il y a des écoles qu'ils ont construites sur des sites dangereux. Il y aurait moins de gosses asthmatiques, etc. aujourd'hui, parce qu'on en est là. Eh bien, à l'Europe, ils ont voté une directive où sur les usines d'exploitation et d'exploration d'huile et de gaz de schiste, il n'y aura pas d'études d'impact. Je vous jure, c'est vrai. Et bizarrement, la France s'est abstenue. Bizarrement. Alors après, quand on creuse et qu'on s'aperçoit que la directrice de cabinet de M. Hollande était donc de la femme du mec qui vendait les tuyaux pour faire l'exploitation. Mais, je le dis pour M. Hollande, mais il n'y a pas mieux pour M. Macron. Excusez-moi. Moi, les 11 vaccins, je ne les ai toujours pas digérés. Je veux qu'on m'explique. Juste un petit truc bête. Mais moi, je suis un type bête. Bête. Je veux dire que vous m'expliquer pourquoi l'hépatite B est un vaccin obligatoire pour les gosses de 3 mois. L'hépatite B, ça s'attrape de plus de 80% par la baise. Ah oui, c'est sexuel l'hépatite B. Ou le sang.
Mais un gosse qui se coupe à 3 mois. Donc j'ai du mal à comprendre qu'un gosse de 3 mois commence à avoir des relations sexuelles. Eh ben, on nous impose l'hépatite B dans les 11 vaccins. Ben oui, ben voilà, alors on veut favoriser une certaine forme de liberté sexuelle. Mais moi je suis pas pour, hein, m'en voulez pas. Non, excusez-moi madame. Vraiment je peux pas être pour. Donc je veux qu'on m'explique simplement, parce que moi je suis un type simple. Pourquoi l'hépatite B pour des gosses de 3 mois? Après quand on creuse, parce que moi j'aime bien creuser, je suis un type très chiant pour ça. Quand on s'aperçoit que le directeur, le programme de santé de M. Macron a été fait par un dirigeant de Servier, Mediator, qui a été viré quand on l'a su. Mais il a quand même fait le programme de santé. Je me dis bêtement qu'il faut peut-être rembourser des gens qui ont participé au financement de la campagne électorale. Parce qu'une campagne électorale présidentielle, sachez-le aujourd'hui, ça coûte 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Quelqu'un a 50 millions d'euros dans la salle? Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, encore une fois. Il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Et moi, j'ai participé, j'ai pas participé, j'ai vu les autres campagnes. La campagne de Hollande, elle a coupé à peu près pareil, etc. 50 millions d'euros. Il faut bien les trouver quelque part. Il y a bien des gens qui font des chèques. Il y a bien des choses qui se passent. Et moi, bêtement, je suis encore un type très terre-à-terre. Je te fais un petit chèque de 5 millions d'euros hein, pour t'aider. J'explique pas les montages financiers, comment, etc. Parce que soi-disant, c'est que 7 500 euros par personne. Si je te fais un gros chèque, tu crois pas que tu vas me le rembourser? Si. Mais si. Et quand vous commencez à poser ça sur la table, vous apercevez qu'en fin de compte, la démocratie, souvent, c'est une vache fumisterie. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une élection, il faut avoir du pognon. Aujourd'hui en France, si tu n'as pas de pognon, tu ne peux pas faire une élection. Une élection d'un député, ça coûte entre 20 000 et 50 000 euros. Tout est fait aujourd'hui pour favoriser ceux qui sont du même cercle, ceux qui sont de la même oligarchie, et ceux qui ont du pognon, qui se prêtent entre eux. Mais le peuple, il n'a pas accès. Un truc que moi je revendique depuis X temps, et je suis fou de rage après M. Macron. Je suis un de ceux qui a lancé, il y a 4 ans, l'histoire du casier judiciaire vierge. Vous savez, j'ai répertorié dans mes livres 396 métiers, j'aurais pu en mettre plus, mais tout le monde a repris ça partout, où il faut présenter un casier judiciaire. Nicolas, pour être journaliste, il a dû présenter un casier judiciaire vierge. Pour être taxi, il faut un casier judiciaire vierge. Pour être enseignant, il faut que tu montes ton casier judiciaire vierge. Pour être élu, non. Non. Tu peux harvioler, détourner du pognon, tu peux être élu. Par contre, tu bosses dans une mairie où le mec est condamné, il te faut un casier vierge. Vous ne trouvez pas que c'est une aberration? Comment elle n'est pas sûre, là. Moi, je peux vous dire, je suis sûr. Je veux qu'on m'explique pourquoi dans une mairie, dans une collectivité territoriale, tu es obligé de bosser avec un casier vierge. Si jamais, pendant que tu es fonctionnaire, tu es condamné, casier B, etc., on peut te virer sans indemnité et sans avoir droit à la retraite. Par contre, le mec, il a le droit de te diriger en étant condamné. Est-ce que c'est normal? Eh bien, monsieur Macron, j'ai une dent contre lui en ce moment, hein, qui m'excuse. Salut Manu, si tu m'écoutes. Ils n'aiment pas, je le faisais avec Manuel Valls avant, maintenant je le fais avec celui-là. Donc, Macron m'envoie quelqu'un pour lui rédiger une note. Je lui fais une note sur le casier judiciaire vierge. Cet enfoiré-là, il le met dans son programme, page 27. Je lui dis, bien, il est bien, sympa. Ils en parlent, vous savez, il y a eu un débat télévisé avec 11 personnes à la télé, là, les 11 candidats. Ils en parlent tous, quasiment tous, pendant le débat télévisé. Il y a même Asselineau qui parle de moi. Sympa. Macron est élu, il demande soi-disant à tous ses députés un casier judiciaire vierge. Je dis bien soi-disant parce que j'ai repéré des députés qui n'en avaient pas. Et cet enfoiré-là, il ne le vote pas à l'Assemblée. Aujourd'hui, la pseudo-loi de moralisation qu'il a fait voter, et c'est là où on se fait manipuler, où tout le monde a cru que c'était le nirvana, c'est comme les autres, c'est pas mieux. J'ai encore repéré des maires, par exemple le maire de Pézenas, qui vient d'être condamné pour prise illégale d'intérêt, détournement d'argent. Les juges n'ont pas prononcé d'inéligibilité, mais il reste maire. Toi, petit salarié, tu te ruines sur 150 €, tu as les huissiers au bout de 3 mois. Moi, je trouve ça inadmissible. Quand on me balance une loi sur la moralisation, en me parlant des emplois fictifs, vous êtes au courant des emplois fictifs? Et qu'en fin de compte, la seule loi qu'on fait voter, c'est que tu n'as pas le droit d'embaucher ton fils, ton frère, ton père ou ta mère. Ce qui est une connerie absolue. Parce que moi, si ton fils travaille, si ta femme travaille, pourquoi pas? Mais on ne vote aucune loi sur l'emploi fictif.
Ce qui fait que maintenant, les mecs, ils sont rusés. C'est-à-dire que le député A embauche la fille du député B, le député B embauche le mari du député A. Et en plus, c'est interdit aux femmes et aux maris, mais pas aux maîtresses et aux amants. Ah. Oui. Et ben ça, c'est la loi qu'ils ont votée. Et les gens ont gobé. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, on a moralisé. Hein. Ah ouais, tu moralises vachement, t'as le droit d'embaucher ta maîtresse, t'es même plus emmerdé par ta femme, elle n'a plus le droit de venir. C'est la loi qu'ils viennent de voter. Vous appelez ça une loi sur la moralisation? Moi, j'appelle ça une loi bidon. Mais le pire, c'est que comme on nous manipule, les gens s'en rendent pas compte. Je vais vous en donner une autre aussi, parce que il faut toujours lire les lois jusqu'au bout, et moi je le lis jusqu'au bout. Là, ils viennent de passer une loi que tout le monde a applaudi, Monsieur Hulot, merci, sur la fin des énergies fossiles en 2040. Ça vous parle, ça? Non, mais 2040, c'est toujours très loin. Les choses bien, c'est toujours très loin. Les impôts, c'est tout de suite, et les réductions d'impôts, c'est pour plus tard. Non, je vous jure, c'est vrai, c'est ça qui me refait en ce moment. Et bien, dans cette loi, quand vous lisez, il y a un petit amendement, comme par hasard, qu'on voit jamais, où les pétrogaziers, si jamais ils n'ont pas fait la totalité de leurs bénéfices en 2040, ils peuvent demander du RAB de 25 ans. Je vous jure, c'est vrai. Il est évident que les pétrogaziers, ils n'auront pas tous fait leurs bénéfices en 2040. Ces gens-là, encore une fois, cette oligarchie nous a menti. Mais le pire, c'est que de plus en plus, ils nous mentent. Je vais vous donner un autre exemple où on est en train de se faire manipuler et où il va falloir se battre, les enfants. Mais vraiment se battre. Et comment? On va y venir, chère madame. Il y a toujours quelqu'un qui me pose cette question à un moment donné. Et qu'est-ce que je peux faire? Ils vont bientôt nous préparer la suppression de l'argent liquide. Mais le pire, vous voulez que je vous dise? C'est que les gens, ils vont être d'accord. Ben ouais, la petite vieille qui se fait voler son porte-monnaie, on ne pourra plus lui voler. C'est ce qu'on va t'expliquer. Si jamais ta maison prend feu, ben comme ça sera sur ta carte, il n'y a pas de problème, on te changera l'argent. On va nous expliquer ça. Mais ça va être vachement plus facile. Plutôt que de sortir ton porte-monnaie et de compter les sous, les billets, la monnaie, etc. Tu mets ta carte et puis ça passe tout seul. Les gens vont dire, ouais, c'est le progrès. Je dis, attention, dictature totale. Pillage de votre vie, total. Pourquoi? Et personne ne s'en rend compte. C'est que vous dépendrez complètement des banques. Toute votre vie monétaire, c'est la banque qui va la diriger. Votre liberté individuelle, c'est fini. Votre vie est maquée totalement. Je veux donner un peu de pognon en liquide à mon petit-fils qui vient me voir. Je le sais. La banque le sait. Les mecs qui sont derrière les ordinateurs le savent. Les économistes qui vont pouvoir analyser sur votre carte ce que vous dépensez, comment vous le dépensez et combien vous dépensez. Mais ça va être un bonheur pour vous fourguer des produits. C'est-à-dire qu'en hypothèse de travail, sur ce pillage de votre vie personnelle, on va savoir exactement ce dont tu as besoin avant que tu le saches. Bah ouais. Si je vois que tu t'achètes sans arrêt des dentifrices au fluor et je le saurai par ta carte, j'ai tout intérêt à te refourguer des dentifrices au fluor. Et ça grâce aux cartes et soi-disant au progrès. On va nous verrouiller totalement. Mais le pire, encore une fois, c'est que la plupart des gens vont même pas s'en rendre compte et vont être d'accord. Toujours le petit truc de la petite vieille qui ne se fera pas voler son porte-monnaie. Mais on ne vous expliquera pas que votre liberté s'arrêtera à ce que la banque veut. Et en plus, je vais très loin dans ma logique. Parce qu'ils sont en train de parler, parce que ça va aussi être vachement plus rapide, de regrouper toutes les informations sur la même carte. Mais c'est génial. Non seulement je saurai ce que tu dépenses, mais je saurai quand est-ce que tu es malade. Mais c'est un bonheur pour les patrons. Mais c'est un bonheur pour te contrôler. Mais c'est un bonheur pour, à la finale, se servir du progrès comme une véritable dictature. Parce que quand on va savoir, et on commence à le savoir, qu'à 50 ans, vu tes gènes, vu tes machins, vu tes bulles, tu peux avoir un petit problème de diabète, etc., etc. Va chercher du travail. Quand on saura, grâce à ta carte, que tu viens faire un test de... Tu viens d'acheter 3 fois le test de grossesse. Je
t'embauche pas, je sais que tu vas être enceinte. Et ça, c'est sur la carte. Mais le pire, c'est que si jamais tu marches pas droit, l'idée d'être rebelle, de vouloir vivre ta propre vie, et non celle qu'on va t'imposer, là, qu'est-ce que je fais derrière mon écran? Je coupe ta carte, et c'est fini, t'as plus de vie. Tu peux plus aller chez le médecin, tu peux plus rien payer, tu peux plus prendre ta voiture, parce que les voitures, ça sera maintenant avec les trucs de carte, t'es mort. Et ça, personne ne s'en rend compte. Et ça, c'est la liberté. Écoutez bien mes mots, hein. Écoutez bien mes mots. C'est la liberté qu'on est soi-disant en train de nous prévoir. Et le pire, c'est qu'on va dire amen. Je vous donne un autre petit exemple qui me rend fou. Aujourd'hui, je vous ai expliqué en début de mes paroles que les gens n'allaient quasiment plus voter. Aujourd'hui, j'ai des endroits, et j'ai les preuves, je l'ai mis dans mes livres. Les députés à l'étranger des dernières élections, il y a eu 80% d'abstention. 80% d'abstention au premier tour. J'ai des endroits où vraiment les gens ont été élus avec 0,5 électeurs sur 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, c'est que dalle. En gros, c'est ta femme, ton voisin et ta maîtresse qui a été votée. Et t'es élu. Ou ton amant, il faut être égalitaire maintenant. On peut pas parler que... Sinon après on va dire que je suis machiste, balance ton porc et tout. Donc, les deux. Les deux. Et ben on va vous préparer, parce qu'à un moment donné ça va se voir. On est d'accord, hein. Ça commence déjà à se voir parce qu'il y a eu 10% de blancs aux dernières élections macroniennes. Et ben qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire si on ne réagit pas? Ils vont pas mettre le bulletin blanc en exprimé. Puisque ça sert à rien, les gens ne vont pas voter. Ils vont nous mettre le vote électronique. Mais c'est génial le vote électronique. Parce que les gens vont encore être d'accord. Parce que c'est ça qui me rend fou. Plus on obère votre liberté, plus les gens... Oui, je suis bien, c'est le progrès. Non, on va vous... Mais si, madame, on va vous expliquer, tu peux faire ça le dimanche de chez toi. T'as pas besoin de te déplacer, tu fais ça en famille. Tu feras ça le vendredi avec tes enfants. Vous choisissez tranquillement devant votre écran pour que vous allez voter. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Les gens vont être d'accord. Moi, j'ai des preuves aujourd'hui. Je dis bien, j'ai des preuves. Et j'ai encore reçu des preuves hier. Que la plupart des endroits où il y a des votes électroniques, les votes sont truandés. Truqués. Parce que c'est tellement facile, 49-51. Clink. J'ai une femme qui m'a envoyé un document. Elle a reçu plus de 600 codes secrets pour voter. Donc elle pouvait virtuellement voter 600 fois. J'ai déjà des feuilles de résultats. Vous savez, vous connaissez les feuilles de résultats qu'on écrit, ce qu'on fait les scrutateurs, etc. On écrit à la fin combien de votants, les nus, etc. J'ai des feuilles d'élection où il y a marqué vote double, vote double, vote double. Vote électronique. C'est génial. Là aussi, c'est une liberté qui va obérer complètement vos choix politiques. Et quand les gens qui sont au-dessus, qui eux auront l'information, qui eux seront devant ce qu'on appelle le poste administrateur, ils feront non, ça ne m'intéresse pas ce résultat. Je vais pondérer. Vous connaissez le mot pondérer? Dans les sondages. J'adore. J'adore. J'en ai démonté un il n'y a pas longtemps à LCI, qui est assez génial. Il y a et je vous jure qu'encore une fois, c'est vrai. Je mens pas, j'ai rien inventé, je n'invente rien, je suis incapable d'inventer. C'est que des faits. Je vais à LCI la semaine dernière, et en pleine émission, il y a un sondage qui vient de sortir, IFOP Paris Match. Donc déjà, IFOP Paris Match, Lagardère et Bolloré. Je vous le dis, hein, qui dit que Macron est la personne la plus populaire de l'année 2017. Je vous jure, c'est vrai. La personne, 33% pour Macron, 33% pour le pape. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Déjà, je regarde l'écran. Vous savez, on a des écrans de retour, des gros écrans à la télé. Et je vois sur l'écran, et d'ailleurs, ça a buzzé sur Internet, je vous conseille d'aller le voir. Donc, ils ont fait un podium 1, 2, 3. 33% Macron, premier. 33% le pape, deuxième. Je dis, oh là, les enfants. 33-33, pour moi, c'est égalitaire. On est d'accord? Eh ben non. Ils avaient montré un écran où Macron était en premier et le pape était en deuxième. Et 33-33, plus c'est gros, plus ça passe. Ça, c'est le premier point. 2, après, je demande d'avoir le sondage. Et il y a un mec qui est en face de moi qui l'a repris. Dans le sondage, c'était pas la personne la plus populaire. Le sondage, c'était quelle a été la personne la plus marquante en 2017 en France. Bah, l'élection présidentielle, Macron. Et après, ils avaient mis la plus marquante dans le monde. Il y avait Trump, Merkel, Poutine, etc., etc.
Et ils avaient transformé ça de marquant en populaire. Mais le problème, c'est que comme maintenant, aujourd'hui, l'information va très vite, quand elle est manipulée et bien manipulée, elle se répand comme une traînée de plomb. Et après, tous les journalistes disaient Macron est la personne la plus populaire de l'année 2017. C'est un mensonge manifeste. C'est un mensonge d'État. Et aujourd'hui, on en est à un stade où ces gens mentent officiellement à la télé. Moi, je vois que Macron, quand il a déclaré, et j'ai failli casser mon poste quand j'ai vu ça, il signe. Alors maintenant, plus aucun élu ne sera élu s'il a un casier judiciaire chargé. Il le déclare devant des millions de spectateurs à la télé. C'est un mensonge d'État, c'est pas vrai. Même la loi ne le dit pas. Et j'ai les preuves qu'il y a encore des élus qui sont condamnés et qui sont élus. Mais il y a aussi des coupables qui s'appellent le peuple. Parce que ne pas aller voter, entre guillemets, c'est faire que ces gens-là sont élus avec de moins en moins de voix. Et on me dit, ouais, mais le vote blanc ne compte pas. Ok, c'est vrai. Moi, je dis simplement qu'aujourd'hui, le jour où il y aura 80% de gens qui iront voter blanc ou nul dans les urnes, ils sont dans une merde noire. Parce que nous sommes dans un monde médiatique. Et que le vote blanc et le vote nul aujourd'hui, c'est la seule façon de quantifier réellement notre mécontentement. Moi, j'ai pas envie de voter. Et malheureusement, depuis une dizaine d'années, on vote pas pour la peste, on vote pas pour le choléra, on nous oblige à voter contre les convictions. C'est-à-dire qu'ils font tous la manip pour nous obliger à voter, pas pour nos convictions, mais pour voter. On diabolise un candidat, on dit si vous voulez pas le diable, votez pour l'autre. Mais on vote ni pour l'un ni pour l'autre. On vote par élimination. Ça suffit. Moi, j'ai envie que les gens votent par conviction, que ce soit pour le diable ou que ce soit pour le bon Dieu. Mais aujourd'hui, on ne nous laisse même plus ce choix-là. Et donc, les gens, le seul choix qu'ils ont, c'est de ne pas aller voter. Parce qu'après tout, j'en ai rien à foutre, ils sont tous pareils. Vous savez la formule. Ils sont tous pourris. J'y vais pas. Grosse erreur. Moins vous y allez, plus ces gens sont élus avec peu de voix, et plus un jour, ils nous mettront le vote électronique dans la gueule. Et le jour où il y a le vote électronique, je vous assure qu'on est mort. La démocratie, il y en a déjà plus beaucoup. Il y en a déjà plus beaucoup. Mais là, c'est fini, et on ne pourra même pas revenir en arrière. Parce qu'on ne pourra rien prouver. Et puis, enfin, encore une fois, ça sera légal. Est-ce que je suis clair dans ce que je vous raconte? Parce que des fois, je pars dans tous les sens. Je peux vous parler encore pendant 3 heures. Donc moi, je veux bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que je vois une dame qui baille, là, déjà. Enfin, je vous taquine. Bah, déjà, très honnêtement, ce qu'on peut faire, c'est aller voter. Moi, j'ai un principe, hein. Je l'applique. Je vote pas pour un truand. Parce que là aussi, j'en veux au peuple, j'en veux à l'électeur. Et je vous en veux à vous, mesdames. Eh oui. Oui, non, mais je vous en veux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des élus que j'ai référencés dans mes livres, hein. Encore une fois, j'ai rien inventé, qu'on fait des choses pas bien avec des femmes. Quand je dis des choses pas bien, c'est vraiment des choses pas bien. J'en ai un, par exemple, qui était un maire qui était à poil, juste avec ses chaussettes, tous les samedis dans la mairie. Il avait juste ses chaussettes. Je vous jure, c'est vrai. Hein, je m'en passe et j'ai lu toutes les minutes de matin. Il recevait, il avait monté une photocopieuse à la sortie de son bureau. Il y avait juste 80 cm entre la photocopieuse et le mur, ce qui fait que dès qu'une nana venait faire une photocopie, il pouvait passer derrière et se frottait. Il avait une sale habitude de laisser sa braguette ouverte, et puis à chaque fois qu'une nana... Ah bah tiens, tu peux regarder s'il y a dans mon tiroir. Je vous explique pas ce qu'il faisait. Ce mec-là, il y a 8 femmes qui ont le courage de porter plainte contre lui. Il est condamné après un parcours du combattant, parce que là aussi on peut en discuter, où la justice n'a pas fait son boulot, il a même laissé l'interdisait d'aller à la mairie, c'est un petit village, il avait le droit de faire les conseils municipaux dans le café d'à côté. Un truc de fou. Donc ce mec-là est condamné, il fait une traversée du désert d'un mandat, il se représente, il est élu au premier tour. Qui est con? Non mais je veux dire, là où je deviens fou, c'est que ce mec-là n'a pas été élu que par des hommes. Il a aussi été élu par des femmes. Les femmes qui, si jamais tu as le malheur de la pincer aujourd'hui, t'envoient un hashtag et te font un procès. Ça. Et moi, j'ai le député maire, le sénateur maire de Neuilly-sur-Marne, c'est dans le 93, c'est pas loin. Il a fait un harcèlement sexuel sur une femme, etc. Elle a porté plainte, elle a gagné. C'est elle qui a été obligée de déménager, il s'est présenté, il a été réélu au premier tour. Qui est con? J'ai un maire qui, lui, a harcelé moralement une femme pendant 7 ans, 8 ans. La nana en a tellement eu marre, elle est montée au 8e étage d'un immeuble, elle a sauté par la fenêtre et elle est morte. C'était à, je ne sais plus quelle ville, dans le 91, ou 94. Le mec, il en est à la Cour européenne de justice, tellement il ne veut pas reconnaître qu'il a eu tort, avec ses gens autour de lui. Lui, sa formule, c'est « Elle a fait ça pour m'emmerder, c'est un complot contre moi. » Je vous jure, c'est vrai.
il n'en démord pas. C'est un complot. Parce que la mentalité des élus en France, c'est si je suis élu, je suis pas coupable. Si je suis réélu, je suis innocent. Mais c'est vrai. Les mecs dans leur tête, ils disent attends, si les gens ont voté pour moi, c'est que je suis pas coupable. Sinon, ils n'auraient pas voté pour moi. Mais quand vous ajoutez tout ce que je vous ai dit avant, que les gens ne vont pas voter, ces mecs-là sont élus avec pas grand-chose. En plus, comme c'est des bons escrocs, et je pèse mes mots, un escroc, c'est quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît le nom de ta petite fille, qui t'as besoin, viens me voir au bureau, je vais t'arranger ton PV, pas de souci. Donc ces mecs-là, ils ont une clientèle. Comme c'est des gens qui sont connus et que les journalistes leur passent des bons papiers, tant qu'ils sont en haut de machin, comme j'en connais plein, il y a et à droite et à gauche, hein, Guérini, Ciotti, il y en a un paquet comme ça, qui à mon avis ne sont pas des gens très très clairs. Et ben ils n'ont pas de véritable candidat contre eux. Parce que comme aujourd'hui la politique malheureusement est devenue un métier, alors que ça devrait être un sacerdoce, excuse-moi Pierre, Thierry, ça devrait être un sacerdoce comme des mecs qui travaillent depuis 50 ans pour pas grand-chose, juste pour le plaisir et la conviction de ce qu'ils font. La plupart des élus maintenant font ça par métier, par pognon, ils font des carrières. Bah donc un mec qui veut faire une carrière va jamais se présenter contre un grand calife, parce qu'il est sûr de ne pas être élu. Donc contre tous ces gros truands, entre guillemets, ne se présentent jamais de vrais candidats. Et ces gens-là sont réélus. Et là aussi, même le père Macron m'a menti. Parce que tout le monde a dit, l'ensemble des Français est contre le cumul des mandats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais ton boulot d'élu, puis tu rentres chez toi. Pourquoi être élu à vie? C'est bon. Eh ben non. Là, il a passé une loi où les gens ne peuvent pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev, Poutine, Medvedev. Ah ouais, tranquille les mecs. Je fais 2 fois député, 2 fois maire d'une grande ville, et il vient même de se voter une loi dont personne n'a entendu parler. Je vous la donne. Ils viennent de voter une loi, hein. C'est voté, c'est légal. Les maires des grandes villes se sont augmentés leur indemnité de 40%. Uniquement les grandes villes, hein. Au-dessus de 100 000 habitants. Bizarrement, c'est les mecs qui ont perdu leur cumul de mandats. Bizarrement, hein. Les petits maires qui gagnent 600 € par mois, qui font de leur poche, qui travaillent le samedi, qui travaillent le dimanche, qui vraiment laissent de l'argent dans leur sacerdoce d'élus d'une petite mairie, eux, on les a pas augmentés. Uniquement les maires de villes de plus de 100 000 habitants. Moi, je deviens fou. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Voté par l'ensemble des élus de droite et de gauche. C'est pour ça que je vous dis qu'en fin de compte, le problème qu'il y a en France, c'est pas un problème de politique, c'est un problème de système. Et malheureusement, le système, nous participons, parce que nous sommes entre quelque part souvent des moutons, à ce que ça... Parce qu'on peut en parler, parce que ici, vous êtes bien branchés là-dessus. On peut parler des immigrés. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Parce qu'on est tous quelque part des immigrés, il ne faut pas rêver. Hein. Sauf qu'on ne fait rien. Mais absolument rien pour que ça se passe bien. Rien. On fait tout au contraire pour que ça se passe mal. Et que ça se passe surtout en dehors des lois. Parce que c'est vachement pratique. Dans le 16e, des émigrés qui font la plonge sans être payés. Moi, j'étais au Tchad en 1973. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans la salle, qui sont... Vous savez, au moment de l'affaire Tombe Al-Baï, j'ai été là-bas, moi, au moment du coup d'État. Donc j'ai vu un certain nombre de choses. Ben, j'ai vu des camions, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, vous vous rappelez, ils passaient dans les rues à un moment donné. Les camions, comme ça, là, avec de la publicité des deux côtés, comme dans Interlude. Hein, et ben j'ai vu ça là-bas au Tchad. Venez travailler en France. C'est un bonheur. Parce que les immigrés, on ne les paye pas. Parce que le bâtiment, c'était vachement pratique d'entasser des gens dans des bacs, et surtout de ne pas les payer. Et si tu ouvres ta gueule, je te vire, parce que tu n'as pas ta carte de séjour. Et comme en plus, on n'est pas courageux par rapport à la politique d'immigration et l'intégration des gens. On ne fait rien. Moi, l'autre fois, j'étais sur Évry, hein, dans la banlieue de l'Essonne. J'étais déjeuner sur une amie marocaine, chez des Marocains. La nana, ça fait 30 ans qu'elle est en France, elle ne parle toujours pas français. Ça fait 30 ans qu'elle est en France, la dame marocaine, qui est une dame charmante. Elle ne parle toujours pas français. Donc il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des problèmes. Parce que le véritable problème, entre guillemets, de l'immigration, c'est le problème de petit déjeuner. Je suis très provocateur. Mais la plupart des gens-là ont un autre déjeuner que nous et ne veulent surtout pas partager le nôtre. Donc à un moment donné, ça crée des frictions. Mais dites-vous bien que la plupart de ces faits, c'est pas anodin.
c'est quelque part voulu. Parce que la main-d'œuvre dans le BTP, c'était vachement pratique à une époque qu'elle ne soit pas déclarée et qu'on ne la paye pas. Parce que ces gens n'avaient aucun droit, ils avaient juste le droit de fermer leur gueule, de construire, de gagner un petit peu d'argent, et à la limite de le renvoyer dans leur pays, on en foutait, parce que là aussi on aurait pu contrôler. On contrôle rien. Nous, on nous contrôle, nous, par contre. Moi, ça me rend fou. Il y a un truc qui me rend fou. Mais vraiment fou, c'est quand je vois des gamins qui mendient dans la rue. Qu'on bourre de médicaments, etc. Quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur de peau de ces gens qui font ça. Des gamins de 2 ans, 3 ans, que toute la journée, vous repassez à 2 heures, ils sont en train de dormir. Vous passez à 4 heures, ils sont en train de dormir. C'est bien quelque part, on leur a filé un médicament. Moi, j'ai eu 6 gosses, et comme j'étais un ordinateur public, un de mes gosses, moi, rentrait de l'école avec un bleu, ou à l'école, j'avais les sécurités sociales qui débarquaient, moi. J'avais les assistantes sociales qui venaient voir si je ne martyrisais pas mes enfants. Et là, bizarrement, les gosses dans la rue, il n'y a aucun contrôle. Je vais vous en donner un autre qui me rend fou. Moi, tous mes gamins ont un nom... et c'est pour ça que la tolérance, malheureusement, quand elle est à sens unique, m'énerve. Moi, tous mes gamins ont un prénom un peu spécifique. Donc, j'ai 6 enfants, il y en a un qui s'appelle Panayotis, Paola, Pernanaïs, Filiana, Paul, Paddy. J'en ai fait 6 là. Donc ils sont tous sans paix, etc. Je vais en déclarer un, Paolin, donc un endroit comme là. Moi je dis, ben voilà, mon gosse, je voudrais l'appeler Paolin. Ah non, monsieur, c'est pas français. Bon, ok. Devant moi, c'était Mohamed, et derrière moi, c'était Fatima. Mais attendez, oui, mais eux, c'est pas pareil. C'est la culture. J'ai rien à foutre de votre culture. La tolérance, ça doit être pour tout le monde. Si c'est pas valable pour moi, ça doit pas être valable pour les autres. Et bien ça, on a laissé faire. Ça, on a laissé faire. Et c'est à cause de ça qu'on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas mis les règles dès le démarrage. Et je peux vous en donner d'autres comme ça. La circoncision, c'est un truc sur lequel moi je me suis battu comme un malade. Malade. Et bien la circoncision, il n'y a pas tellement longtemps qu'elle est interdite en France. Avant, on l'acceptait parce que c'était leur culture. Donc on fermait les yeux. Autre truc sur lequel je me suis battu. L'excision, pardon. Pas la circoncision. L'excision, pardon. La circoncision, c'est autre chose. C'est pas la même fratrie. C'est pas la même fratrie. Autre chose contre lequel je me suis battu, c'est les cartes de sécurité sociale à une époque. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gens dans ma banlieue sur lesquels ils avaient le droit d'inscrire leurs 3 femmes et leurs 40 gosses sur leur carte de sécu. C'était toléré. Je dis bien toléré. Par exception culturelle. Je comprends ces gens qui sont vachement sympas et qui disent qu'on doit comprendre, etc. Par contre, moi, quand j'ai voulu inscrire mes 3 maîtresses sur ma carte de sécu, ils n'ont pas voulu. Parce que j'y étais. J'ai été à la sécu, ben attendez, moi je voudrais inscrire mes 3 maîtresses, il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Et bien là, ils n'ont pas voulu. Et c'est là où ça me gonfle. C'est-à-dire que souvent, la loi n'est pas appliquée et à géométrie variable. Et il est évident que derrière, ça ne peut créer que des tensions. Que des tensions comme par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous voyez que les riches sont jamais condamnés, que les pauvres sont tout le temps condamnés. Quand vous voyez qu'un élu, il faut qu'il ait 15 ans de procès, comme Tibéri, 21 ans de procès. 21 ans de procès. Pour qu'on reconnaisse qu'il a peut-être été un peu coupable, il a fait peut-être voter un petit peu trop de morts dans le 5e. Et que toi, si tu as le malheur de faire la moindre connerie, tu te retrouves avec des amendes pas possibles sur le dos. Et tout de suite, on te fait vendre ta maison. Je comprends que les gens, ils s'en aient marre. C'est pas supportable. C'est pas supportable que des gens, et je suis très tolérant dans ma tête, qui sont de classe moyenne aujourd'hui, ils aient droit à rien. Je dis bien, ils aient droit à rien, et de plus en plus à rien. Et que si t'as rien du tout, t'as droit à tout. Et que si jamais t'as beaucoup, t'as droit à tout. Mais quand t'es entre les deux, t'as droit à rien. T'as juste le droit de pleurer, de payer. Ben, je comprends qu'à un moment donné, t'en aies ras-le-bol. Je comprends. Je comprends qu'aujourd'hui, moi je le vois, des gens qui achètent une caravane, qui ne peuvent pas la garer. Parce que tu la gares, aujourd'hui tu prends un camping-car, tu as le malheur de le garer dans un autre endroit qui n'est pas réservé au camping-car, mais tu as les flics qui débarquent, tu as la fourrière qui débarque, on t'embarque ton camping-car, tu as 750 € d'amende, et tu te retrouves en procédure parce que tu as malheureusement déversé ton truc dans le machin. Par contre, tu arrives avec 60 caravanes, tu arrives sur un champ, tu te gares n'importe où, tu restes 6 mois. Moi, j'ai eu dans ma ville il n'y a pas longtemps. Ils se sont garés dans le centre commercial, à 40 caravanes. La préfète est venue, elle dit, bon, je peux rien faire. Bon, salut. Je comprends que les gens, à un moment donné, ils en aient ras-le-bol. Et tout en étant hyper humain et hyper tolérant. Je voudrais juste simplement que nos politiques aient un peu de couilles et appliquent les lois de façon correcte. La meilleure façon, entre guillemets, de bien s'entendre ensemble, c'est que les règles soient correctes. Et que les règles soient pour tout le monde. Moi, je dis toujours, et je pèse mes mots, moi, je suis d'accord pour manger un peu de couscous.
Mange un peu de cassoulet. Sauf que souvent, on nous oblige à manger du couscous, mais ils veulent pas manger de cassoulet. Moi, ça me gonfle. Et j'ai les mêmes choses pour d'autres. Hein. Je le dis là pour les musulmans, mais les catholiques intégristes, excuse-moi Thierry, là aussi, faut pas non plus déconner. Il y a des progrès qui sont valables. Moi, une fois, j'ai eu 6 enfants, j'ai assisté à tous mes accouchements. Enfin, pas les miens, ceux de mon épouse. Hein. Je suis tombé sur un catholique intégriste, le mec dit non, pas de péridurale, il est marqué que la femme enfantera de la douleur. Non, mais le mec, il était comme ça. Hein. Il dit, arrête, bonhomme, putain, la péridurale, c'est quand même bien pour les femmes. Non, c'est marqué dans la Bible. La femme. C'était pas un catholique. Mais je sais bien, mais le mec, tu vois, il était complètement. Non, c'était un catho-intégriste qui se disait. Là, je suis désolé. Là aussi, il faut arrêter. Je veux dire, il y a des progrès qui sont quand même intéressants. Accoucher sans avoir mal et hurler, c'est quand même bien. Eh ben non, ce mec-là, il préférait que sa femme hurle. C'est pas lui qui hurlait, hein, c'était sa femme. Il y a un moment donné, l'extrémisme qui soit d'un côté ou de l'autre me gonfle. Parce que ça sert à rien, l'extrémisme. Ça sert uniquement à conforter son pouvoir. Logiquement, si on est logique, on devrait pouvoir tous bien s'entendre, sans problème. Mais il faut que chacun fasse pas. Moi, j'aime bien la tolérance quand elle n'est pas à sens unique. Et malheureusement, comme la politique, les choses aujourd'hui sont en train, parce que j'essaie de recentrer quand même, parce que là je pars très loin, la politique aujourd'hui, malheureusement, elle ne travaille qu'à sens unique. Elle ne travaille que pour le profit de certains élus. Et je peux vous le développer, mais pendant 3 heures, parce que malheureusement, on n'aurait pas le temps. Et encore une fois, j'ai écrit ces livres-là, pas pour gagner de l'argent, je le dis, je gagne 1 euro par livre. Net. Donc sur 20 euros, c'est pas l'écrivain qui gagne le plus. Mais il était nécessaire de le faire parce que moins on se servira des contre-pouvoirs, et on peut encore le faire en France, plus les dictatures s'installent. Plus on se laisse faire par l'étouffoir qu'ils sont en train de mettre, aussi bien dans l'information, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réelle information. Hein. Trouvez-moi un ou 2 journaux qui soient totalement libres. Le Canard enchaîné, et on peut discuter. Et après, je commence à chercher. Parce qu'ils sont tous payés par des économies. Vous ne trouvez pas de reportage contre Bouygues sur TF1. Vous ne trouvez pas sur Canal+ des reportages contre Bolloré. Dans le Figaro, ils disent jamais du mal de M. Dassault. Est-ce que c'est ça une presse libre? Et bien aujourd'hui, de plus en plus, la presse est de moins en moins libre. Et la presse nous oriente de plus en plus. Parce que là où ça devient fou, c'est qu'on retrouve maintenant ce que j'appelle de l'information McDonald's. C'est-à-dire quand vous avez une info, vous allumez les chaînes, vous avez exactement la même chose. Et vous n'arrivez à avoir de l'information que sur des chaînes, entre guillemets, indépendantes. Alternatives. Mais ça devient de plus en plus dur pour aller les chercher. Parce que c'est du temps, parce qu'il faut avoir l'internet, parce qu'il faut savoir, parce que les gens n'ont pas d'argent, donc ils ne font pas forcément des programmes faciles, etc., etc. Mais la véritable information, elle n'est plus dans les médias institutionnels. C'est pas vrai. Ou alors, montrez-moi là. La preuve en est, ce que je vous disais tout à l'heure, comment ça se fait que grâce aux médias conventionnels, on a su 3 mois après qu'il y avait un accident nucléaire en Russie. 3 mois après. En Ukraine. En Ukraine. Expliquez-moi. Et tous les médias conventionnels n'en ont pas parlé. Ce que vous allez le savoir, parce que ça va sortir, l'histoire du médicament anti-cancer. Ah si, ils peuvent tous faire quelque chose, hein, quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils sont dans la majorité, ils ne peuvent plus le faire. Moi, je veux comprendre. Pourquoi tu avais des convictions quand tu étais dans l'opposition? Pourquoi tu n'en as plus quand tu es dans la majorité? Pourquoi ceux qui ont des convictions se font virer tout de suite? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une société qui maintenant va marcher uniquement avec le pognon? Moi, j'ai l'impression. Mais le pognon, encore une fois, il n'est pas pour nous. Il n'est pas dans le cadre d'un partage. Il est dans le cadre du profit. Si vous avez des questions, parce que sinon j'en ai pour 3 heures tirées. Je vois que tu commences à fumer. Non. L'accouchement sans douleur, l'Église catholique en a reconnu la légitimité de manière officielle et par Pie XII. Il y a eu des progrès. Deuxième chose, j'inviterai, en complément de cette conférence, à lire un tout petit opuscule de Simone Veil, la grande, la philosophe. Pourquoi il faut supprimer les partis politiques? C'est un écrit de Londres. Il est évident que la démocratie qui vit grâce à des partis, à des factions, les factions n'ont aucun sens du bien commun, mais ont le sens du parti, la survie du parti, des élus. Crève la France,
mais demeure la République. Et on peut penser à cette phrase de Charles Maurras, j'espère que je choquerai personne, la République est incapable de défendre la France. Et il suffit de regarder nos 2 siècles d'histoire, mais elle sait très bien défendre ses institutions. Donc après ce constat assez sévère de votre part, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchir et se convertir. Avoir la notion d'une politique réaliste. Ne pas être dupe des manipulations. Et regardez les braves gens ont manifesté, manif pour tous, à la limite pourquoi pas, j'y étais 2 fois. Et après j'ai vu que ça mènerait à rien, donc je ne suis pas retourné. Il faut savoir qu'il y a des points non négociables. Et c'était tout l'enseignement du regretté Benoît XVI. Notre civilisation, il faut en être conscient, est en péril de mort. Perte de notre histoire, de notre identité. Les gens sont maintenant interchangeables. C'est l'individualisme roi et l'argent. Et on peut dire que, bon, on a fêté l'anniversaire de la révolution bolchevique. Lénine a perdu, mais Trotsky a gagné. Regardez les néoconservateurs américains. Ce sont en fait des trotskistes, internationalistes. Et on voit très bien que l'hyperclasse mondialiste, de Clinton à nos dirigeants européens, partage la même utopie mortifère. Et c'est dramatique. Vous voyez, jeudi prochain, je serai à Radio Courtoisie avec le père Boboc, certains le connaissent, pour parler du transhumanisme, et ça nous pend au nez, et du mondialisme. Et le transhumanisme passera. Pour quelle raison? Par le compassionnel, par les sommes d'argent colossales qui sont investies, et l'argument de toutes les lois prétendues sociétales. On dira, mais on ne vous enlève pas des droits, on donne plus de droits, à vous d'en user ou non. Et les gens, regardez la PMA, GPA. Bon, il y a quelques années, les gens étaient contre. Aujourd'hui, ils sont majoritaires pour. Et voilà. Et on n'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas, vous voyez, une recherche lucide des mots qui nous menacent et retrouver, si c'est encore possible, nos racines. Car sans histoire, aucun avenir n'est possible. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on lève la main.